Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. Des hommages et encore des hommages au sénateur John McCain, décédé samedi dernier. Sa dépouille a été exposée ce jour au Capitole. En Ouganda, Yoweri Museveni veut faire asseoir son autorité auprès des jeunes. Il le leur a rappelé à travers 4 lettres postées sur Facebook. Au Tchad, vivre les pieds dans l'eau, c'est le calvaire des habitants d'un quartier de N'Djamena, la capitale. Notre correspondant est allé sur place. C'est dans cette condition peu reluisante. Bonsoir. L'Amérique pleure le départ d'un grand homme et c'est à des hommages dignes d'une personnalité de son rang que John McCain a eu droit ce vendredi au Capitole, un lieu où il a travaillé pendant des décennies. Les membres du Congrès américain et de nombreuses personnalités du pays sont venus témoigner leur amour à cet homme que l'Amérique n'oubliera pas de sitôt. Un hommage donc solennel à un homme qui a profondément marqué son pays, le sénateur John McCain, ex-candidat républicain à la présidentielle et ancien pilote de chasse torturé au Vietnam. Évocation d'Ilidico. L'honneur rendu à John McCain sous la coupole du Capitole est très rare et réservé aux personnages illustres de l'histoire des États-Unis, à l'image de John Kennedy ou Rosa Parks. John McCain mérite que l'on se souvienne de lui de la façon dont il l'aimerait. Un patriote qui a servi son pays. Un homme du Sénat, certes, mais aussi un représentant du peuple. Un homme d'armée, un homme de famille, qui a eu un impact sur la vie d'une multitude de personnes. Un homme de conviction, un homme d'État. La dépouille du sénateur McCain a été accompagnée au Congrès par sa mère Roberta, âgée de 106 ans, son épouse Cindy et ses 7 enfants. Le vice-président Mike Pence a prononcé au nom de l'exécutif un discours en l'honneur du héros défunt. Au cours de l'histoire des États-Unis, seuls 30 Américains ont eu droit à des obsèques nationales ici dans la rotonde du Congrès. Aujourd'hui, pour marquer l'estime que lui portent ses collègues et son pays, le sénateur John McCain rejoint ces grands hommes. Samedi, l'ex-président républicain George W. Bush et l'ex-président démocrate Barack Obama doivent prononcer un discours lors des obsèques dans la cathédrale de Washington. John McCain, un grand homme donc. Les efforts pour parvenir à une paix durable en RCA se poursuivaient hier soir à Bouar, dans le nord-ouest du pays, sous l'égide de l'Union africaine. 14 groupes armés centrafricains ont signé un document unique contenant leurs revendications. Ce document, dit harmonisé, servira de cadre de négociation avec le gouvernement. Plus de détails avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila. Cette rencontre organisée par l'Union africaine a effectivement pris fin hier à Bouar, dans le nord-ouest de Centrafrique. Les émissaires de 14 groupes armés ont harmonisé leurs différentes revendications dans un document. Ce document, qui va être remis au gouvernement, contient désormais 104 revendications au lieu de 97 dans le premier non harmonisé. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de définir une date très rapidement pour la tenue de ces pourparlers entre le gouvernement et les groupes armés. Selon certaines sources, 5 points de ces revendications sont mis de côté. Parmi ces points figure la question de l'amnistie réclamée par ces groupes armés, amnistie rejetée par les organisations de défense des droits de l'homme, par Bangui et également par une partie de la population qui pense qu'il n'est point question aujourd'hui d'amnistier les responsables des groupes armés en Centrafrique. Parallèlement à cette rencontre de l'Union africaine tenue à Bouar, celle organisée par la Russie avec 4 principaux groupes armés du pays à Khartoum au Soudan a également pris fin ce jeudi. Les responsables de ces 4 groupes armés se sont mis d'accord sur ces échanges en préparation
par l'Union africaine en vue de faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens et le retour de la paix en Centrafrique. Freeman Sipila pour VOA Afrique, Bangui. En Ouganda, le chanteur et député Bobi Wine a été une nouvelle fois arrêté jeudi soir. Libéré sous caution lundi, Bobi Wine a été interpellé à l'aéroport international d'Entebbe et placé en détention dans un hôpital du gouvernement à Kampala. Selon des sources, il cherchait à se rendre à l'étranger pour des soins. Sa famille affirme à des faits qu'il a été battu et torturé en détention, des allégations rejetées par les autorités. Bobi Wine est inculpé de trahison au même titre que 32 co-accusés à la suite d'un incident le 14 août dernier au cours duquel des pierres avaient été jetées sur la voiture du président ougandais Yoweri Museveni. On reste en Ouganda. En l'espace d'une semaine, le président ougandais Yoweri Museveni a écrit 4 lettres sur sa page Facebook adressées à ce qu'il appelle ses petits-enfants, terme utilisé pour désigner la jeunesse ougandaise comme un signe d'affection et de rappel de son autorité. Alors que les partisans inconditionnels de Museveni le considèrent toujours comme un combattant de la liberté, beaucoup de jeunes Ougandais qui ne connaissent aucun autre dirigeant le considèrent comme un leader condescendant, déconnecté et vieillissant. Halima Atoumani nous propose ce reportage de Kampala. Le récit est de Salwa Jafari. À l'heure où le pays est en pleine crise électorale, le président Yoweri Museveni, 74 ans, a choisi la plateforme Facebook pour se rapprocher de sa jeunesse. Dans ses messages, Museveni a mentionné Richard Touwangier. Le comédien estime qu'il est grand temps que les Ougandais de la vieille génération écoutent les jeunes. Les jeunes que nous voyons qui ont provoqué une tempête politique, qui ont ébranlé le statu quo, ce sont les jeunes qui ont osé élever leur sens de la critique pour parler de questions de développement, de politique et d'économie. Et Museveni a 2 bonnes raisons pour tendre la main aux jeunes. Plus de 75% des Ougandais ont moins de 30 ans et beaucoup sont lassés de voir le même leader à la tête du pays. Mais ces fervents partisans insistent que le président tient compte de la jeune génération et ne devrait pas être tenu responsable de tous les problèmes du pays. Le président Museveni n'est pas jeune, mais dans ses programmes, dans ses politiques, dans ses entreprises, il a créé un espace pour que les questions relatives à la jeunesse soient traitées par le gouvernement. Mais les jeunes Ougandais ont le regard tourné vers un candidat qui leur ressemble, le chef de file Robert Kyagulanyi, le musicien et politicien connu sous le nom de Bobi Wine. Les autorités l'accusent de trahison, une accusation considérée par beaucoup comme une tentative de freiner sa popularité croissante. Bobi Wine has the capacity to attract. Tout d'abord, Bobi Wine a la capacité d'attirer les auditeurs. Il a la capacité de transmettre le message. Et il a la capacité de transmettre un message qui correspond à la pensée des jeunes, à savoir que l'avenir est à nous. The thinking of the young people. That the future is ours. L'avenir n'est pas le leur, et c'est logique. Si vous avez 75 ans, quel avenir avez-vous ? What future do you have? Museveni souffle le chaud et le froid alors qu'il promet de s'attaquer aux problèmes des jeunes tels que le chômage. Il met en garde contre toute violence politique qu'il dit être déterminé à combattre avec force. Autre actualité, on l'a appris ce soir au Sénégal, Khalifa Sall, maire de Dakar, a été révoqué par décret ce vendredi donc. Selon le ministère sénégalais de l'administration territoriale, la condamnation du maire de la ville de Dakar par la cour d'appel le prive de la capacité juridique et de l'autorité morale nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Hier, la cour d'appel de Dakar a confirmé la condamnation de Khalifa Sall à 5 ans de prison ferme pour escroquerie et usage de faux. Il a toujours la possibilité de saisir la Cour suprême.
Plus d'1 400 000 Mauritaniens sont appelés aux urnes samedi pour le premier tour des élections législatives, municipales et régionales. La campagne électorale s'est achevée hier soir à minuit. Retour sur les temps forts de cette période de sensibilisation avec Irénée Herman Umbo. Dernier virage de la campagne électorale en Mauritanie, Nouakchott est en effervescence. Les partis politiques et leurs candidats ont multiplié leurs activités de propagande, à la fois dans la capitale et dans les grandes villes du pays. Dans la course, 98 formations politiques, avec un total de 502 listes, toutes catégories confondues. Le scrutin de demain samedi sera donc marqué par la participation de tout le spectre politique du pays, y compris l'ensemble des partis d'opposition qui réclament un changement démocratique. Nous avons besoin de vrais députés représentant l'opposition qui arrêteront la volonté du régime et favoriser un élan démocratique pour un changement politique en 2019. Selon la Commission électorale nationale indépendante, près d'1,5 million d'électeurs sont attendus demain dans plus de 4000 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire mauritanien. C'est la première fois que la Mauritanie organise des élections couplées depuis l'amendement de la Constitution en août 2017. Au Tchad, une partie du quartier d'Ingangali, situé dans la commune du 9e arrondissement au sud de la capitale, est complètement inondée depuis environ un mois. Il n'y a pas une issue et l'eau ne circule pas, obligeant cette frange de la population à vivre comme des aquatiques. André Kodmadinga, correspondant de VOA Afrique, s'est rendu sur place. Son reportage. Ici, ce n'est ni le champ du riz, ni un cours d'eau. Un quartier situé dans la commune du 9e arrondissement de la capitale du Tchad. Un quartier pourtant viabilisé par un service de cadastre placé sous la tutelle du ministère en charge de l'aménagement du territoire. Ses habitants sont envahis par les eaux de pluie depuis un mois environ, alors que le président Déby avait donné 72 heures le 23 juillet dernier aux autorités communales pour assainir la ville. Malheureusement, plus d'un mois après cette mise en garde, la population de ce quartier vit encore un cauchemar. Notre guide, Samedi Koitan, explique sa mésaventure. On était surpris la nuit par l'eau. Personne n'a ouvert la bouche pour venir nous encourager. Les enfants, tout le temps malades. Et à partir de 17h, on attache les moustiquaires, on reste sous moustiquaires. Et je sais où aller avec ma famille. Si on abandonne la maison, les voleurs vont venir casser les portes, enlever les fenêtres. Et il y a une partie de ma famille que je suis obligé de confier au quartier. C'est pour dire que ces habitants n'ont pas la possibilité de se rendre visite, ni même se rendre au marché pour s'approvisionner. On sort dans l'eau comme ça. On souffre beaucoup avec mes enfants. Maintenant, le manger même, c'était travail. Mais avant, faire le marché, d'abord, on va venir manger. Mais maintenant, l'eau nous a bloqués comme ça. Et je l'ai de supporter à la maison comme ça avec mes enfants. Notre guide nous conduit ensuite chez le chef de carré de Nigangali, section 1 et 2. Là aussi, la désolation est à son comble. Il dit que la population cohabite avec les bestioles. Nous sommes devenus des crapauds. À l'heure où nous parlons, nous sommes tous dans l'eau. Les femmes et les enfants, les gens sont obligés de faire le banc pour dormir sur le banc, pour ne pas être mouillés par l'eau. Maintenant, il y a des maisons qui sont cassées. J'ai un voisin du nom Samson, sa maison était cassée 2 fois. La première fois, c'était vers le 23h. Si ce n'était pas par la grâce de Dieu, il est reparti avec tous ses enfants. Il avait eu des blessures sur sa tête, tout. Pour ceux qui ont leurs parents sont bien placés, ils sont maintenant en ville avec eux. Et celui qui n'a pas le moyen, il n'a pas la possibilité, nous sommes obligés de vivre dans l'eau comme ça. C'est dans cette condition peu reluisante que cette frange de la population située dans la commune du 9e arrondissement de la capitale vit. Et personne n'est à mesure d'expliquer l'origine de ces inondations. André Kodmadingar, VOA Afrique, N'Djamena. Quelle heure fait-il chez vous en ce moment? Eh bien, 2 fois par an, au printemps et en automne, vous entendez des explications du genre. À 8 heures, il sera 9 heures. Des explications pas toujours faciles à comprendre. Alors, la Commission européenne veut en finir avec tout cela. Elle a proposé ce vendredi la fin dans l'Union européenne du changement d'heure. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. Redonner une deuxième vie aux ordures à travers l'art, c'est la passion d'un jeune Kényan et nous le verrons dans ce journal. Nous irons à Brooklyn, ici aux États-Unis, pour découvrir Afropunk, un festival qui prend de l'ampleur. L'Amérique fait ses adieux à la légendaire Aretha Franklin. Des personnalités de tous bords assistent ce soir à ses funérailles. C'est vendredi et c'est l'heure du rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité culturelle dans Culture Hebdo. Roger Muntu est de retour après plusieurs semaines à Brazzaville et à Kinshasa. Bienvenue. Merci beaucoup, John. Vous m'avez beaucoup manqué en tout cas. En tout cas, c'est pareil. On le disait en titre, l'Amérique rend hommage aussi à l'une des légendes de la culture, Aretha Franklin. C'est à Détroit, c'est ce soir. Exactement, John. Et non seulement d'ailleurs à Detroit, comme disent les Américains à Détroit, mais aussi le monde a fait ses adieux à la reine de la soul qui nous a quittés à 76 ans, le 16 août, des suites d'un cancer du pancréas. L'ancien président Bill Clinton et le chanteur Smokey Robinson, entre autres, se sont exprimés au Greater Grace Temple où se sont tenus les obsèques. L'événement, sur invitation seulement, a duré 6 heures et été ponctué d'hommages musicaux de la part de Stevie Wonder et Ariana Grande notamment. Un anniversaire qui aurait dû se célébrer s'il était vivant aujourd'hui, mais qu'à cela ne tienne, les fans de Michael Jackson ont célébré ses 60 ans. Exactement, 60 ans, c'est l'âge qu'aurait eu ce génie s'il ne nous avait quittés prématurément. 29 août 1958, c'est sa date de naissance et ses fans à travers le monde l'ont honoré, surnommé le roi de la pop, de King of Pop. Michael Jackson a battu, rappelons-le ici John, plusieurs records de l'industrie du disque pour l'ensemble de sa carrière. Les ventes de ses singles et albums aussi s'élèvent à près d'1 milliard d'exemplaires jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, ce qui le classe parmi les 3 plus gros vendeurs de disques de tous les temps avec les Beatles et aussi Elvis Presley. Alors, allons sur le continent pour parler des petits bonbons de la sagesse. J'aime bien cette expression. C'est l'ouvrage de l'artiste congolais Félix Wazekwa. Roger, vous l'avez rencontré à Kinshasa. Exactement, Félix Wazekwa, l'artiste, nous a reçus chez lui dans sa résidence de Kinshasa pour nous parler de son tout premier ouvrage, Les petits bonbons de la sagesse, d'ailleurs, que j'ai ici devant moi. Voilà. Pour l'auteur, plusieurs aspects de la vie ont été évoqués dans ce livre avec beaucoup d'humour, comme dans ses chansons d'ailleurs. L'auteur aborde tous les sujets qui, d'après lui, apportent la bonne humeur pour calmer les esprits, nous a-t-il confié. Suivons. Mon problème, c'est que je parle souvent, je crée des proverbes, et tout ça, ça se passe en lingala. Or, le lingala, ce n'est pas une langue internationale. Donc, un jour, je me suis réveillé, je me suis dit, mais je vais continuer à dire, certes, de belles paroles, de belles formules qui plaisent beaucoup aux Congolais, du moins à ceux qui comprennent le lingala, mais ceux qui parlent anglais, ceux qui parlent français, un savoir, pour qu'il puisse être appelé un savoir, il faut que ça soit enseigné et partagé par beaucoup de gens. Ce n'est pas un livre sur la musique, c'est un livre sur les idées. Donc voilà, c'est une première. Voilà, mais mon problème à moi, je n'ai pas cherché à être le premier. Moi, voilà, mon problème, c'est qu'il était temps pour moi que mes idées puissent être un peu partout.
Ouais, il n'a pas cherché à être le premier, mais il est vraiment le premier artiste, musicien congolais d'avoir publié un livre. Un très bon livre, John, d'ailleurs, je te conseillerais de le lire aussi. Et tout de suite, place à notre agenda culturel. Voilà, John, je vais vous quitter avec le festival Afropunk de cette année. Ce festival qui a démarré à Brooklyn au début des années 2000 pour dénoncer le racisme, le sexisme et l'homophobie est devenu un mouvement unique, l'unique événement d'ailleurs international qui célèbre l'excellence noire, un festival libérateur à la conquête des consciences noires. Suivons ce reportage signé Ekia Badou. En 2002, sur la pelouse de ce parc de Brooklyn, ils étaient 50 jeunes des environs désireux de prendre la place qu'on ne voulait pas leur donner. Porte-parole de la culture afro-américaine, ils étaient aussi d'origine et de sphères différentes. Musique, mode, photographie, sport urbain ou encore restauration, ces millennials, comme on les appelle, ont voulu casser les barrières raciales et conjuguer au présent une pop culture. Je pense que j'étais là en 2005. Je suis venue 3 ou 4 fois et ça a beaucoup évolué. L'appellation Afropunk est due au fait que c'était avant le Punk Rock Festival. C'est donc essentiellement question de la musique punk noire. Seulement de nos jours, ça s'étend à beaucoup plus de choses. Ça devient très inclusif. Quand j'avais 17 ans, je venais pour écouter de la musique. Il y a une vraie évolution. Aujourd'hui, c'est la même énergie, mais le festival est beaucoup plus grand et les gens viennent d'autres États et même d'autres pays. Les concerts auparavant gratuits sont devenus payants, mais cela ne semble pas être un frein. Le festival s'étend à présent à Atlanta, Paris, Londres, Johannesburg et prochainement Dakar. Et à Brooklyn, le public vient du monde entier. Je m'appelle Joss Reese, je viens d'Atlanta, je suis jamaïcaine. Je viens de Philadelphie, mais je suis haïtien. Mon nom est Lifi Kile, je viens d'Afrique du Sud, de Cape Town. Mon nom est Amanda, je suis de Johannesburg. On est venu exprès pour Afropunk. Moi, je m'appelle Diane, puis j'habite à Montréal, mais je viens de Paris. Moi, je m'appelle Ismaël, je viens d'Ottawa, donc 8 heures de route. La bonne humeur des festivaliers est palpable, tout comme l'audace et l'absence de tout complexe. Chacun a sa propre idée du sens du mouvement Afropunk. Moi, je pense que c'est le meilleur festival que j'ai jamais fait de ma vie. C'était quelque chose de nécessaire et de vital pour le bien de la société internationale qu'il y ait une représentation positive de la minorité noire. La culture noire peut tellement être différente, elle peut être aussi diversifiée. On concentre souvent les Noirs dans un truc, ah ça c'est la culture des Noirs. Mais il y a tellement de trucs à voir, puis c'est ici que tu remarques comme, on n'est pas seul. Oui on est un, mais on est plusieurs. Moi je vois plus ça comme un mouvement communautaire qui essaye de s'étendre sur différents types de communautés. Le côté punk, je le sens plus comme une espèce de fierté, quoi. Bien plus qu'un genre musical, Afropunk symbolise la quintessence du mot punk au sens propre, l'esprit rebelle de la contre-culture sous toutes ses formes, dépassant les clivages artistiques ou musicaux. Avec une recette mêlant artistes afrodescendants du continent, des États-Unis et d'Europe, Afropunk a séduit à guichet fermé près de 90 000 spectateurs à Brooklyn. Lui, il s'appelle Roger Monto et il est un homme de culture. Merci d'être venu, Roger. Merci beaucoup, John. Merci de m'avoir reçu. Et on se retrouve la semaine prochaine. Super, merci. Direction le Kenya, à la découverte de Evans Ngure, un jeune peintre passionné d'art. Il a transformé son appartement en un atelier où les déchets de tout genre deviennent des objets d'art. Raïssa Girondin nous transporte dans cet univers. Un dépôt d'ordures de Nairobi, la capitale kenyane. C'est l'endroit que fréquente le plus Evans, ce jeune Kenyan passionné de la récupération. Sa prochaine création est peut-être cachée sous ses décombres. Je collecte tout ce que je trouve comme matériel. Cette pièce de moto, à vue d'œil, peut servir à faire une belle sculpture.
Dans son atelier de fortune, Evans transforme les objets récupérés en œuvres d'art. Bien qu'il ait étudié la peinture, il a peu à peu transformé ses pinceaux en une forme d'art plus originale. Toute ma vie, j'ai adoré collectionner, mais je ne me suis jamais épanoui avant le campus, où nous avons commencé à créer des œuvres à partir de matériaux non conventionnels. Des sculptures, des images et même des bijoux, les possibilités sont infinies pour ce jeune de 29 ans. Le pain, j'ai eu cette inspiration à partir des fourchettes et des cuillères. Je triais mes ordures quand je les ai vues. Du coup, j'ai pensé qu'elles s'adapteraient très bien au pain. Pour Evans, le recyclage des déchets et la réduction des ordures sont devenus un mode de vie qu'il entend bien propager au Kenya. Ce ne sont pas seulement les humains qui ont besoin d'une seconde chance. Les objets aussi ont besoin de cette chance. Avant de les jeter à la poubelle, juste penser à eux. Artiste à plein temps, Evans a tenu sa première exposition à Nairobi il y a quelques mois. Il travaille actuellement sur de nouvelles pièces qu'il souhaite présenter au public prochainement. Voilà. Maintenant, Yacouba Ouedraogo est prêt pour le dernier bulletin sportif de la semaine. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Les athlètes africains ont brillé à la Diamond League 2018 à Zurich. Sans grande surprise, la Sud-Africaine Caster Semenya a remporté le 800 mètres féminin. Déception. Par contre, pour Marie-Josée Talou, la championne ivoirienne est arrivée 3e en finale du 100 mètres derrière l'anglaise Dina Hatcher-Smith et sa compatriote Muriel Aouré qui, elle, a décroché la médaille d'or. Le Kenyan Timothy Cheruiyot a enlevé le 1500 mètres et sa compatriote Hélène Obiri a triomphé sur le 5000 mètres féminin. Bien en forme, le Sud-Africain Louvo Manyonga a lui dominé le saut en longueur avec un bond de 8,36 m. Du foot, direction la Guinée, Paul Put a enfin dévoilé sa liste de joueurs convoqués pour affronter la Centrafrique en éliminatoire de la CAN 2019. Mohamed Madi Kamara, milieu de terrain de l'Olympiakos, va honorer sa toute première sélection. Pour le reste, on note le retour de Mohamed Yatara. Le milieu de terrain Ibrahima Traoré, lui, est forfait pour cause de blessure. La Guinée, on le rappelle, a bien démarré ses éliminatoires après son succès 3-2 à Bouaké devant les éléphants de la Côte d'Ivoire. Et en Europe, Thierry Henry a été promu premier adjoint du sélectionneur Martinez. L'ancien attaquant d'Arsenal, dont Bordeaux voulait faire son coach, a finalement décidé de rempiler avec l'équipe nationale de la Belgique en tant que premier adjoint du sélectionneur Roberto Martinez. Depuis 2 ans, il était chargé de coacher uniquement l'attaque des Diables Rouges qui ont terminé, on le rappelle, 3e à la Coupe du Monde cette année. Thierry Henry succède à ce poste à Graham Jones, parti rejoindre le club anglais de West Bromwich Albion en 2e division. Voilà donc pour les sports. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Yacouba. Et à lundi, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. On se retrouve lundi. Excellent week-end à toutes et à tous.